Ma première question, c'est un peu juste simplement votre parcours depuis, on va dire, les études supérieures. Mon parcours, c'est un parcours en même temps très typique de ma génération et plus tellement typique de la vôtre. Je suis universitaire, j'ai fait mon cursus à Bordeaux. Donc, première originalité, je suis un professeur des universités issu de l'université. Ce qui était assez courant jadis, c'est ce qui ne l'est plus du tout maintenant. Maintenant, c'est essentiellement soit des normaliens, soit des étrangers, mais bon, les universitaires purs, il y en a moins. Ensuite, je suis un produit bordelais. Ça encore, c'est exceptionnel, parce que votre génération, essentiellement, sont mobiles. Vous bougez. Et c'est même une nécessité. C'est une nécessité dans votre formation. Et c'est aussi un impératif académique. C'est-à-dire, nous ne recrutons que des gens qui avons bougé. Pour tout vous dire, quand j'ai été recruté professeur en 90, l'année précédente, j'avais été recruté professeur à Rennes. Mais en même temps, ma femme faisait son 3e enfant et avait un poste ici. Donc voilà, je suis resté ici. Et autrement, un cursus comme ça, rectilinéaire, au même endroit, ce n'est plus pensable. Je pense que ce n'est pas non plus nécessairement souhaitable. Même si ce que j'ai fait à Bordeaux n'avait jamais été fait par les gens qui m'ont précédé. En ce sens-là, j'ai fait quelque chose d'original à Bordeaux qui a apporté quelque chose au site. C'est-à-dire, ce n'est pas le schéma où un élève recopie et marche dans les traces de son maître. J'ai fait quelque chose de complètement nouveau, même depuis ma thèse. Donc, c'était du tout neuf. Voilà, donc ça c'est un profil en même temps très classique au temps jadis et complètement impensable maintenant. Et puis vous voyez, il y a ma femme à côté, là, qui a fait le même cursus. Et donc là encore, c'est des choses très agréables pour nous, mais qui n'existent plus. Donc voilà, j'ai fait un cursus académique universitaire. Et alors, ensuite, entre le moment où vous êtes sorti peut-être de l'université, donc avec une thèse, enfin, quelle a été l'articulation au niveau de, vous allez faire une thèse, le choix de votre thèse, et ensuite vos choix de carrière qui vous ont amené jusqu'à devenir professeur. Ça, il n'y avait pas d'ambiguïté depuis que j'étais tout à fait enfant. Je voulais faire de la recherche. Je voulais faire de la recherche plutôt en astronomie. Et puis, en terminale, j'ai compris que malheureusement, c'était les mathématiques avant tout qu'il fallait. Je n'avais pas une fibre de matheux, de vocation de matheux. Non, j'avais beaucoup plus une fibre physicienne. Et puis, donc, il fallait faire des maths parce que la nature est écrite et décryptable en langage mathématique et pas dans un autre. Donc, il fallait faire des maths. Donc, maths, on y va. Et du coup, ça j'ai un peu découvert ça. C'est-à-dire, j'ai vraiment une vocation de matheux qui s'est affirmée dans la 2e année. Je me suis dit, ah oui, c'est ça, c'est les maths. Par contre, je n'ai jamais renié mon envie de garder un pied dans la physique. Et donc, j'ai toujours fait des mathématiques en lien avec, en même temps, mécanique quantique et la relativité générale. Donc, j'ai toujours étudié des modèles mathématiques du point de vue du mathématicien, c'est-à-dire on regarde la structure, on étudie les propriétés, on écrit des théorèmes, mais toujours sur des objets essentiellement de la théorie des champs, théorie quantique des champs, relativité générale. Donc ça, c'était complètement nouveau ici. Donc ça, c'est... Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de vos thèmes de recherche? Alors peut-être à travers votre parcours, j'imagine que vos thèmes de recherche ont un peu évolué, vous avez peut-être fait des choix dans tel ou tel sujet. Oui, alors bon, la grosse obsession que j'ai toujours poursuivie, c'est regarder le comportement de l'énergie en temps infini. Voilà. Ça, c'est un petit peu le fil directeur. Et le rôle de la masse, de ce qu'on appelle la masse, dans ces comportements. La masse nulle étant un cas très particulier avec plein de propriétés. Alors ça a commencé avec une équation bien connue, à savoir l'équation de Klein-Gordon qui régit le champ de Higgs, enfin le boson. Donc j'ai fait ma thèse dessus, et puis j'ai fait pas mal de travaux donc, sur l'équation du boson de Higgs, qui était donc un sujet qui s'articulait à la limite, à l'interface entre mécanique quantique et puis la relativité restreinte. Donc, c'est de la théorie des champs relativiste.
Et puis après, je me suis dit que l'espace-temps-là, j'avais à peu près compris ce qui se passait. J'ai voulu passer aux espaces-temps courbes. Et l'espace-temps courbe, il y a quelque chose de bien classique, et qui est à la mode maintenant, ce sont les ondes gravitationnelles. Et alors, aux surprises, les équations qui régissent les ondes gravitationnelles sont les mêmes, grosso modo, que celles qui régissent le champ de Higgs. Donc, il y avait une continuité, du point de vue de la technologie mathématique, il y avait une continuité, même si de nouvelles questions difficiles et toujours ouvertes se posaient. Et j'ai voulu attaquer d'abord une situation extrême, pour justement faire un contraste avec les espaces-temps plats que je connaissais bien avant, c'est vrai les trous noirs. Donc j'ai fait toute une série de travaux autour des trous noirs, avec pour objectif justifier une prédiction de Stephen Hawking, qui était que les trous noirs ne le sont pas, ils s'évaporent, ils rayonnent. Et alors, ça avait fait un petit... pas un scandale, mais enfin des controverses quand Hawking avait fait sa prédiction, son article, parce que tout simplement c'était de la très belle physique, mais disons basée sur des intuitions, des approximations, et il n'y avait aucun discours mathématique réellement construit. Donc je me suis dit, voilà, un bon challenge, je vais faire un théorème. Alors ça m'a pris une dizaine d'années, il fallait faire ça pas à pas, il fallait construire tout. Donc voilà, j'ai démontré un théorème qui justifie la prédiction de Stephen Hawking. Et puis j'ai mis quelques élèves en thèse dans ce genre de choses. Et puis une fois que j'ai fait le tour de ce que je voulais comprendre dans les trous noirs sphériques, laissant à mes élèves et autres collègues le soin de faire des trous noirs qui tournent, qui sont en rotation, qui sont les vrais trous noirs, parce qu'ici tout tourne. Je me suis dit, allez, on va passer à une autre échelle, on va faire de la cosmologie. Et dans la cosmologie contemporaine, il y a quelque chose qui est bien intéressant, c'est la cosmologie branaire, où on considère que notre espace, enfin notre univers, a priori de dimension 4, n'est qu'une sous-variété, enfin une hypersurface d'un espace de dimension supérieure. Et là encore, alors chaque fois j'ai attaqué, c'est un petit peu la chance et puis mon goût personnel, j'ai attaqué des problèmes où j'étais tout seul, quoi. C'est-à-dire souvent les mathématiciens travaillent un petit peu en chapelle sur des sujets à la mode, etc. Moi j'ai toujours pris des modèles que personne dans la communauté mathématique n'avait travaillé. Alors que chez les physiciens, c'était des sujets de méditation et de publication foisonnants. Les physiciens font des monceaux de publications qui sont autant de défis pour les mathématiciens. Donc j'ai toujours attaqué des problèmes, sauf mes premiers sur Klein-Gordon, où, bref, j'ouvrais la voie dans la communauté mathématique, ce qui est bien agréable. Enfin, moi j'aime bien ça. Et donc cosmologie branaire, alors là je suis absolument tout seul. Et puis, mes derniers travaux sont des modèles cosmologiques un petit peu plus exotiques sur la bulle de néant. Ce sont encore des choses qui ne sont absolument pas considérées par mes collègues. Mais enfin, je m'aperçois que, par exemple, sur les trous noirs, 20 ans plus tard, maintenant, il y a plein de gens qui ont enrichi les résultats et défriché de nouveaux territoires. Voilà. Alors, à vous entendre, on se demande si vous ne seriez pas un peu un éloge à la transdisciplinarité, dans le sens où vous nous avez dit, vous voulez être physicien, vous avez fait des mathématiques, vous vous êtes rendu compte que le phénomène physique, le réel est descriptible par des mathématiques. Et on a l'impression que vous avez été un peu toujours en avance sur votre temps, ou en tout cas, vous nous avez dit les ondes gravitationnelles, les bosons de Higgs, des choses que le grand public entend beaucoup parler en ce moment. Et on a l'impression que vous l'avez attaqué, vous êtes un peu le premier à l'attaquer du penchant mathématique. Et comment vous pouvez expliquer que vous avez souvent été précurseur d'une explication mathématique de ces grandes questions physiques? Vous soyez souvent un peu seul, vous nous avez dit souvent, je suis seul. J'étais seul par mon choix de thème. Par contre, c'est une démarche qui n'avait aucune originalité. C'est-à-dire la physique mathématique, ce n'est que mettre l'échafaudage rigoureux et définitif à une pensée physique qui l'a précédé. Hawking, finalement, les physiciens, tout le monde y croyait. Simplement, il manquait quelque chose qui ne les intéresse pas vraiment,
mais qui pour nous mathématiciens est indispensable, à savoir une structure écrite pour l'éternité. On n'y reviendra plus, il y a un théorème, c'est terminé. De ce point de vue-là, c'est classique, c'est une démarche légitime. De même, le mariage mathématique-physique, là encore, je ne suis pas original. Les gens qui font des supercordes, ils s'appellent physiciens, mais bon, c'est quand même des chers collègues mathématiciens par beaucoup d'aspects. Le mariage mathématique-physique, c'est plus qu'un mariage de raison, c'est consubstantiel. Enfin, voilà. Donc la transdisciplinarité, oui, mais à dose, disons, modérée. Je ne travaille pas de concert avec un physicien qui est expérimentateur, par exemple, qui dirait, ben voilà, quel est mon travail, etc. Donc c'est une transdisciplinarité, je dirais, qui n'est pas récente, hein, parce que souvent les mathématiques sont venues de la physique, enfin les questions sont venues de la physique. Donc de ce point de vue-là, je ne pense pas être très original. Là où j'ai été original, c'est dans le choix de mes thèmes. Mais c'est une transdisciplinarité, je dirais, naturelle. D'accord. Et vous nous avez dit, j'avais la question en tête, mais je voulais les écrire. Oui, vous nous avez dit souvent que les mathématiques s'intéressaient à un problème physique qui a été émis, ou du moins une pensée, une prédiction. Est-ce que des fois les mathématiques ont précédé la physique en se disant, nous on a pu émettre des théorèmes qui nous paraissent vrais, en tout cas valables dans un certain nombre de conditions, et ça présume d'un phénomène physique qu'on n'a pas encore observé ou qu'on ne soupçonne même pas. Alors oui, la réponse est évidemment oui. D'abord, il ne faut pas prendre dans un sens trop réducteur ce que j'ai pu avoir dit. Les mathématiques ont leur propre développement interne et ont leur propre questionnement interne. Historiquement, il y en a beaucoup qui sont venus de la physique ou du monde physique, des expérimentations quotidiennes. Mais les mathématiques se posent aussi des questions dans leur propre champ et qui n'ont d'intérêt que mathématique. Quand on fait de la théorie des nombres, par exemple, on se pose des questions qui sont d'un intérêt. Bon, alors évidemment, la cryptographie peut en tirer profit, mais ou la théorie des groupes, ça peut servir aussi en physique nucléaire, la théorie des groupes. Mais d'abord, ça répondait à des questions internes aux mathématiques. De ce point de vue-là, moi, je me suis plutôt intéressé à des questions qui venaient un petit peu de la physique. Bien entendu, ce sont des sciences qui ont progressé de façon parallèle. L'exemple des exemples classiques, c'est la relativité restreinte, c'est la relativité générale et c'est la mécanique quantique. La relativité restreinte, ça a été... un mathématicien dirait c'est une méditation sur le groupe de Lorentz, qui est un groupe particulier qui habite le champ mathématique. C'est un groupe d'invariance d'une forme quadratique qui n'est pas définie positive. Voilà. Et puis c'est tout. De même, la relativité générale a existé parce qu'avant, il y avait Riemann qui avait fait, et Cartan qui avait fait tout un tas de considérations et d'outils, surtout mathématiques, qui ont permis à Einstein de les utiliser, de les apprendre, de les utiliser. Et donc, souvent, en même temps, la physique pose des questions aux mathématiciens et qui travaillent comme des malades pour essayer de donner des réponses. Et en même temps, les physiciens, souvent, s'appuient sur des outils mathématiques qui viennent d'être inventés. De même, la mécanique quantique a suscité des travaux en théorie spectrale, primitivement, c'était simplement le jeu des matrices, mais après, ça a été la théorie spectrale en dimension infinie. Donc, il y a une progression concomitante. Et souvent, les grandes découvertes en physique sont mûres. Ça éclot comme les champignons, quoi, parce qu'il y a eu un terrain favorable, une ambiance favorable. Et souvent, historiquement, c'est très connu pour la relativité restreinte, par exemple. C'est quelqu'un qui laisse son nom à une théorie, mais en fait, il y a plusieurs personnes qui étaient sur le point d'eux, ou voilà. Les choses sont dans l'air, les choses sont mûres, les temps sont venus, et la bête éclot. Mais c'est rarement un truc spontané, inattendu. Il y a un terreau favorable qui accompagne des développements simultanés dans différentes disciplines, justement. Là, c'est physique et maths pour ce que je connais, mais c'est certainement vrai un peu ailleurs. Est-ce que vous avez une idée de comment la mathématique se dirige ?
C'est-à-dire que ça paraît des choses assez abstraites, en tout cas pour le grand public, mais comment vous dites on va s'intéresser à tel domaine, ou ça c'est d'un point de vue général, pas forcément pour vous, mais voilà, comment les mathématiques peuvent se diriger par rapport aux différentes opportunités qui sont à saisir. Ah oui, alors ça c'est une belle question, c'est assez mystérieux, il y a un aspect un peu biologique, voire organique dans l'accroissement de la science et des mathématiques en particulier. Il faut voir que les mathématiques c'est très spécifique par rapport aux autres champs de la connaissance et elles s'apparentent plus de ce point de vue-là avec la philosophie. En ce sens que, contrairement par exemple à la physique ou la chimie, où quand on fait de la recherche on cite des articles, mais souvent c'est des articles récents, parce qu'il y a un effet de dépassement des théories préexistantes. La physique du 19e siècle est très largement dépassée par celle du 20e, qui sera etc. Donc les physiciens ou les chimistes citent des papiers récents et progressent en démodant ce qui précède. Tout simplement parce que les choses qui précèdent sont moins bien ou un peu fausses, etc. En mathématiques, c'est complètement différent. Quand un progrès a été réalisé, un résultat est acquis, il est acquis pour l'éternité. C'est-à-dire on peut très bien s'appuyer sur des théorèmes qui datent de plusieurs siècles. Pythagore restera toujours Pythagore. Et puis partout comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion de dépassement en ce sens que c'est fini, c'est obsolète et ça ne vaut plus rien. Non, quand on écrit un théorème, il est écrit pour l'éternité. Alors comment après ça progresse ? Eh bien, une fois qu'on a obtenu un résultat, souvent de nouvelles questions apparaissent de façon assez naturelle. Comment ça se fait ? Je dirais c'est un peu comme en montagne. Hein. On franchit un col et quand on arrive à un col, on voit des choses complètement nouvelles qu'on n'avait pas devinées avant. Et donc, il y a un mouvement, un dynamisme qui se crée, on monte un autre col et un nouveau panorama totalement inattendu qu'on ne pouvait pas deviner, etc. Difficile d'en dire plus. Je ne ferais pas aussi une explication en plus c'est vrai qu'on découvre un nouvel horizon. Un peu l'entêtement des hommes dans le sens où là le facteur humain comme vous liez la physique, vous étiez intéressé par la physique, parce qu'il y a des hommes qui vont se dire moi dans ce que je pourrais faire, je vais faire ça parce que je peux avoir un lien un peu organique, comme vous disiez, avec ce type de sujet où là c'est vraiment une question de ressentiment et qui n'est plus vraiment rationnel en tout cas. Ah oui, alors ça c'est aussi un bon aspect. Il y a un aspect là qui est transverse je pense à l'activité de la recherche et en particulier en mathématiques, c'est l'aspect ludique. C'est l'aspect un jeu. On se pose une question, on n'arrive pas à y répondre immédiatement, on se pique au jeu et on est prêt à y passer des nuits de veille, se priver de week-end, puis de vacances et y passer des années. Et voilà, ça devient un peu obsessionnel, mais ça a un aspect ludique. Mais ça, je pense, c'est transverse à beaucoup de champs de recherche, mais ça devient très prégnant en mathématiques. Enfin, les gens qui sont vraiment obsédés par leur sujet, à la limite de la pathologie mentale, ça peut arriver. Hein. Il y a toujours des obsédés de la conjecture de Riemann, avant c'était le théorème de Fermat, mais bon, il y a des gens qui vraiment ont orienté leur vie, organisé leur vie, sacrifié énormément de choses importantes pour poursuivre une chimère, une espèce de Moby Dick, là, de nature mathématique. Il y a aussi quelque chose qui est peut-être plus spécifique aux mathématiques, c'est l'aspect esthétique. Notre critère de valeur d'un résultat ou d'une question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est beau, est-ce que c'est profond ? Et là, ça devient très subjectif. C'est-à-dire qu'il y a un accord entre les mathématiciens pour dire ce résultat est beau ou ce résultat est profond. Ou alors ce résultat, pas très intéressant, voilà. Et ça, c'est très subjectif, même s'il y a quelque chose de certainement objectif, puisque c'est partagé par l'ensemble de la communauté. Et tout le monde est d'accord pour dire que la conjecture de Riemann, c'est une conjecture très belle, très profonde, très difficile, qui vaut que des gens ils sacrifient leur vie, de façon peut-être déraisonnable, mais voilà. Et ça, c'est un critère essentiellement esthétique. Voilà. Ça, c'est très spécifique aux mathématiques, je pense. Comment vous définiriez l'esthétisme d'un théorème ? C'est que on entend souvent la beauté d'un théorème, l'esthétisme, et je pense qu'on a un peu de mal à comprendre des fois ce que peuvent ressentir ce
ne peut pas ressentir un mathématicien quand il dit qu'un théorème est esthétique. Alors qu'est-ce qui ne serait pas un théorème anesthétique? Alors je vais vous donner une analogie, c'est une analogie dans l'histoire des sciences. Dans le mouvement des planètes, les Grecs tardifs, enfin Ptolémée en particulier, expliquaient les mouvements rétrogrades qu'ils observaient dans le ciel. Donc pour eux c'était des courses assez erratiques, ces planètes qui allaient dans un sens, puis voilà. Il avait échafaudé une théorie très astucieuse, très compliquée, des épicycles. C'est-à-dire les planètes, donc tous les mouvements étaient a priori circulaires dans la théorie, simplement il y avait des cercles qui tournaient autour de cercles, qui tournaient autour de cercles, bref on a empilé les cercles, et ça pouvait expliquer, au prix de complexité abyssale, le mouvement des planètes. Alors c'était en même temps très ingénieux, très savant, et très laid, parce que c'était très compliqué, très baroque, il n'y avait aucun principe directeur simple. Il y a un principe d'économie et de simplicité qui est la marque des beaux résultats. Quelque chose dont on se dit, ah bah oui, c'est évident. Et c'est simple, ça s'écrit simplement. Ça ne veut pas dire que c'est naïf, simplé et niaiseux. Mais quelque chose simple comme un temple grec ou une architecture classique de beauté évidente qui s'impose. La simplicité est une marque de vérité de profondeur, je crois. Je me demandais est-ce que ça peut poser des problèmes parce qu'en ce moment, malheureusement, à l'université, c'est de plus en plus orienté sur les applications assez directes et la rentabilité. Justement pour ces problèmes mathématiques ou même physiques, cosmologiques qui n'ont pas d'application directe dans les mêmes prochaines décennies, ça pose problème pour se faire plus concrètement pour les financements. Oui, alors ça c'est une excellente question en effet. Ça ne touche pas que les mathématiques. Je pense que mes collègues linguistes ou philosophes ont les mêmes problèmes, voire bien pires. Vous avez raison, ça ne touche pas que l'université, ça touche la structuration de la politique de la recherche, qui sont maintenant des politiques par projet. Je dois dire que moi, en tant que mathématicien, en effet, un petit peu désincarné, j'ai besoin de très très peu de choses. Pas de machine, de rien, donc je ne suis pas exigeant, et puis quand on m'invite, les gens qui m'invitent me paient le voyage, donc voilà. Donc moi j'ai pas de problème. Par contre, je pense que c'est très difficile pour les jeunes gens comme vous, par exemple, parce qu'il faut qu'ils rentrent dans des moules bureaucratiques de projets bien architecturés, avec des sujets suffisamment à la mode, donc déjà bien balisés, pour qu'il y ait un expert qui dise « Ah oui, c'est intéressant, donc on va lui donner tant de kilos euros, sinon, ah oui. » Moi, je suis sûr que personne ne m'aurait financé si je n'avais pas été d'un temps ancien où il y avait des crédits récurrents. Et quand j'étais directeur de laboratoire, je partageais ma petite galette entre mes chers collègues, mais sans dire « Toi, c'est intéressant, toi, c'est pas intéressant. » Simplement, c'était un principe démocratique. Chacun ici a le droit de développer sa propre recherche selon sa propre envie. Malheureusement, ce temps béni des crédits récurrents qu'on partage, on partage le gâteau à part égale sans regarder si toi c'est bien ou toi c'est pas bien, mais simplement toi tu fais ton propre travail, c'est fini. C'est ça, de ce point de vue-là, qui est dramatique. C'est pas seulement que les recherches sont finalisées, c'est que l'intérêt des recherches est évalué ab initio pour la financer. Et ça, moi je pense que c'est très dangereux parce que ça risque de supprimer tout un tas d'opportunités de découvrir des nouveaux champs originaux complètement inattendus. Ça, c'est le cercle vicieux des grandes agences qui financent les choses sur lesquelles elles se disent oui, je ne prends pas de risque parce que ça a déjà fait ses preuves. Et ça, je pense que les gens vraiment originaux qui ont envie de défricher des terres nouvelles sont et seront très pénalisés. Ça me fait penser directement à ce qu'a dit monsieur Yvan Hugues, donc c'est un chercheur qui va faire une conférence, qui nous a dit que si on n'avait pas, quand on faisait une recherche, si on n'avait pas trouvé de nouvelles choses, c'est qu'on n'avait pas pris assez de risques. Et là, justement, vous nous dites que via le système de financement actuel, on va avoir des choses qui sont moins risquées, où on est plus certain de trouver des choses, ou en tout cas aller dans des champs un peu à la mode où on va peut-être trouver des applications. Et c'est une situation particulière à la France. De manière générale, c'est quelque chose qui... Non. Une de mes filles qui vit aux États-Unis, qui fait justement tout le contraire de ce que j'ai fait, c'est-à-dire n'a pas arrêté de bouger et de faire des thèses ici, des ingénieurs là, et voilà.
elle se bat continuellement pour avoir des contrats. Non, c'est une tendance très lourde. Malheureusement, la recherche des incarnés originale a toujours été un petit peu la danseuse avec le mécène qui est derrière et qui est suffisamment large d'esprit pour dire voilà. Et les États ne sont plus dans ces possibilités de mécénat ouvert et ça va de pair avec la bureaucratie. Enfin, vous pensez que c'est une possibilité ou une volonté? C'est pas qu'on a plutôt s'est orienté vers autre chose? Oui, il y a eu une volonté. Il y a une volonté. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise volonté, que les gens qui sont aux manettes soient de mauvaise volonté. Je pense qu'ils sont animés des meilleures intentions. C'est ça le pire d'ailleurs. Et puis bon, il y a une contraction des crédits et des ressources, ça c'est évident. Donc en bon gestionnaire, la logique c'est qu'on ne prend pas trop de risques, on minimise les risques et on cherche l'efficacité et le retour sur investissement le plus rapide possible. Ce qui est complètement contradictoire avec une recherche à long terme. Bon, mais voilà, les temps ne sont pas faciles, je pense, pour la jeune génération. Qui est obligé de faire des dossiers énormes que des gens lisent. Moi, j'ai jamais fait des dossiers de demande, par contre, j'ai souvent accepté d'être expert, justement pour pouvoir donner des avis favorables à des dossiers qui sortiraient du... Et quelquefois, ça marche. Bon, alors maintenant, j'ai un petit peu arrêté, mais j'étais content de pouvoir pousser des dossiers qui auraient été ressentis comme parfaitement exotiques et donc non finançables. Vous pensez que c'est par un peu la volonté de certaines personnes, donc là plus à l'échelle personnelle, individuelle, que va peut-être pouvoir continuer ces recherches un peu exotiques, parce qu'il y a des personnes qui vont se dire que pour elles c'est important que d'autres recherches soient menées et que ça va passer un peu à travers les mailles du filet. On va quand même continuer à avoir des recherches exotiques et des résultats exotiques et donc peut-être des résultats très nouveaux, originaux, avec une grande incidence sur oui, il y en aura toujours. Il y a toujours des gens qui, bien sûr, il y a la puissante envie d'avancer des recherches personnelles, qui, bien sûr. Mais c'est difficile, parce qu'un jeune, il faut quand même qu'il mange tous les jours, si possible, qu'il ait donc un petit poste, un petit financement, enfin, c'est difficile. Pour avoir un poste, c'est difficile. Ça n'a jamais été facile. Autrefois, il n'y avait pas de poste, mais on n'était pas très nombreux. Maintenant, il y a beaucoup plus de postes, contrairement à ce qu'on pense, mais il y a quand même beaucoup de postes. Mais les jeunes sont très nombreux. Et puis, chaque époque a ses difficultés. Et je pense que là, c'est une difficulté très lourde. On n'a jamais créé autant de sciences. Par contre, la science du XXIe siècle, qui devrait commencer un petit peu à frémir chez des gens très originaux, ces gens très originaux vont avoir du mal à exister, tout simplement. Vous pensez qu'on pourrait faire face à on pourrait être face à un peu un ralentissement, je ne sais pas si on peut appeler une accélération de la recherche, avec peut-être entre ça que depuis le XVIIIe siècle, au niveau des théories physiques, je sais pas, on a l'impression que ça s'accélère, Newton, tous les grands noms, on a l'impression que tout est ramassé en très peu de temps et qu'on a découvert beaucoup de choses en très peu de temps. À la fin du XXe siècle, on disait que c'était presque tout fini et que finalement le 19e, oui, puis 19e, après il y a Einstein et la physique quantique qui sont arrivés, un peu tout cassé, quasiment en même temps. En tout cas, en tout cas rebâti sur et avoir de nouvel horizon. Je me souviens même plus de ma question, mais comme une période, un 1905. Oui, voilà. Est-ce qu'on va pas freiner un peu, dans le sens où on a une période faste et on va peut-être avoir quelque chose d'un peu moins en raison justement de ces... Alors la période faste, pour moi, ça a été quand même le début du XXe siècle avec l'explosion de la mécanique quantique et de la relativité générale. Il faut bien se dire quand même que la physique fondamentale, il y a eu une quantité monstrueuse de résultats dans tous les sens, tant expérimentaux que conceptuels. Toutefois, ça fait plus d'un siècle que nous patinons toujours sur la quantification de la gravité, par exemple. Il y a des idées partout, mais bon, ce n'est pas du tout fait. Les supercordes d'un côté, la gravité de boucle de l'autre, les twisters, enfin, tout ça, ce sont des tentatives, mais bon, les années passent, les décennies passent. Je dirais qu'il y a en effet foisonnement de résultats, mais conceptuellement,
ça patine quand même un peu. Alors ça, c'est l'état de la physique tel que je peux la pressentir. Mais bon, les gens qui font de l'étude du cerveau, eux, vont dire que c'est une époque dorée qui s'ouvre à eux, parce que maintenant, les outils ou l'intelligence artificielle, bon, ça par contre, je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui vont arriver dans ce sens. La physique a du mal, là. La physique très théorique a du mal. Même si le boson de Higgs et les ondes gravitationnelles, c'était deux magnifiques confirmations, expérimentalement, c'est magnifique. Enfin, les collègues qui ont les mains dans le cambouis ont fait des merveilles, là. Mais conceptuellement, ça aurait été génial qu'ils ne trouvent pas le boson de Higgs et qu'on ne détecte pas les ondes gravitationnelles, parce que là, ça aurait été vraiment le coup de tonnerre dans le ciel bleu, et ça aurait été vraiment une remise en cause profonde des conceptions. Et ça aurait été vraiment très excitant. Ça n'a fait que confirmer ce à quoi tout le monde s'attendait, ce à quoi tout le monde croyait, et tout le monde était convaincu qu'il y avait le boson de Higgs et qu'il y a les ondes gravitationnelles. Mais ce sont des théories déjà très anciennes. C'est que la théorie d'Einstein, il me semble que c'est un peu parti de cette histoire de Perry-Ellie, un petit peu quelle planète, mais il y avait quelque chose d'inexpliqué avec la position du Perry-Ellie. Et si on voit comme ça des phénomènes qui nous paraissent vraiment hors de toute théorie, hors de tout champ, pas de champ disciplinaire, mais hors de toute théorie, et qui pourraient comme ça susciter un peu un nouveau paradigme, un peu à l'instar de ce qui a été les théories de la relativité au début du XXe siècle. Début des années, il y avait le corps noir qu'on n'arrive pas à expliquer. Oui, le corps noir pour la mécanique quantique, le Perry-Ellie de Mercure pour la relativité, en effet, en général. Bah oui, non, mais il y a des faits massifs, monstrueux et inexplicables qui pourront à terme relancer la physique. C'est évidemment l'énergie sombre, la matière noire. Enfin, le fait qu'on ne connaisse que 5% de la matière énergie de l'univers et qu'il y ait 95% dont on se demande bien où c'est qu'elle peut être, c'est quand même un fait monstrueux qui doit poser question, enfin qui pose question évidemment à la physique. Ou les mouvements rétrogrades de certaines galaxies, on ne comprend pas. Bien sûr, il y a des faits énormes. Comment vous jugeriez un peu la recherche? Donc là, vraiment, après la thèse, la recherche française, alors peut-être plus d'un point de vue mathématique, je pense que c'est un sujet que vous devez mieux connaître. Comment vous la jugeriez, peut-être en termes de niveau, je ne sais pas si on peut parler d'un niveau de recherche, mais en tout cas d'excellence, on va dire, à la technique académique ou d'excellence de la recherche, par rapport un peu au reste du monde? Alors d'abord, il y a un nouveau phénomène, je ne sais pas, on dirait que nos décideurs et nos politiques ont tous fait HEC ou l'ENA ou des choses comme ça, mais ils veulent quantifier la recherche et surtout la qualité de la recherche avec des indicateurs numériques. C'est, à mon avis, relativement absurde, notoirement absurde, mais malheureusement, c'est comme les classements de Shanghai, les grandes décisions politiques s'appuient sur des indicateurs chiffrés qui ne veulent dire que ce qu'ils veulent dire, c'est-à-dire pas grand-chose en fait. Du genre, quel est le facteur d'impact de telle revue? Alors évidemment, il y a des revues dans certaines disciplines qui ont des facteurs d'impact énormes, qui surclassent évidemment n'importe quelle revue d'une autre discipline. Il y a des raisons démographiques évidentes pour expliquer ce genre de distorsion. Donc déjà, l'évaluation de la recherche et de sa qualité surtout, telle qu'elle est pratiquée actuellement, me semble en même temps biaisée, pas très honnête, pas du tout scientifique, et assez perverse en ce sens qu'elle se donne une apparence, une fausse apparence scientifique, puisqu'on met des chiffres. On dit, voilà, des chiffres, telle quantité reflète telle qualité. Je pense que c'est complètement faux. On n'évalue pas la qualité profonde et intrinsèque d'une recherche avec des indicateurs, peut-être valables pour le marché du jambon d'York. Ça, je ne le dis pas, hein, mais pour la qualité de la recherche, je ne pense pas. Alors, c'est plutôt l'opinion d'une communauté scientifique qui donne la valeur à une appréciation. De ce point de vue-là, les mathématiques françaises restent très bien placées. Très largement, très bien placées. C'est assez absurde de faire des classements,
Mais dans les grands résultats et les publications profondes, je dirais que bon, il y a les États-Unis qui écrabouillent tout le monde, mais après, la France n'est pas loin, puisque la Russie s'est un petit peu effondrée suite à la chute de l'URSS, et donc ils sont à peu près tous partis, y compris les jeunes. La France va bien du point de vue des mathématiques. Je ne suis pas persuadé que ça continue encore très 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 longtemps, parce que les petits Français s'en vont très souvent. Et ce qui est nouveau, c'est qu'ils s'en vont très souvent sans idée de retour. Donc ça, c'est un phénomène un petit peu nouveau. Encore, je peux vous parler de mes enfants. Donc, et ça, c'est un phénomène générationnel. Et puis surtout, la formation initiale des petits lycéens est telle que les vocations de cohorte de jeunes matheux, ça va disparaître, tout simplement. Ils iront faire ou au mieux, ils iront faire des mathématiques financières. Phénomène qu'on a vu apparaître. C'est un peu déprimant. Après, sur les autres disciplines, moi, j'ai pas de grandes idées. Je pense que la France est encore bien placée, mais que les beaux jours sont plutôt derrière elle. D'accord. Et comment vous pouvez un peu juger le rôle que peut avoir la science dans la société? C'est quand toujours un peu, on se dit la société peut avoir des problèmes. Comment la science peut un peu s'immiscer dans les débats ou peut-être même dans sa propre gouvernance. On disait qu'il y avait des problèmes avec les grandes agences. Comment elle pourrait, ne pas, utiliser certains arguments pour pouvoir remettre les choses en place? Alors ça, c'est le statut de la science dans la société. Ça, c'est une affaire compliquée qui est très souvent biaisée, alors que la science a des choses à dire. Par exemple, sur les débats sur l'énergie nucléaire, sur le réchauffement climatique, sur la confidentialité des échanges de données sur les réseaux informatiques. Les scientifiques ont beaucoup de choses à dire. Après, ça devient très compliqué, parce que les scientifiques sont des hommes pas plus vertueux que les autres, malheureusement. Et donc, il y a souvent des conflits d'intérêts majeurs, malheureusement. Et donc, toujours, les choses sont parasitées. En France, il y a souvent eu, il suffit de regarder au XIXe siècle, des très grands scientifiques qui étaient des très grands ministres ou des très grands décideurs. Les choses se sont un petit peu dissipées de ce point de vue-là. Souvent, c'est l'air du temps, mais les scientifiques, je dirais pas, ils vendent leur âme au diable. Mais bon, des carrières lucratives, ici ou là, y compris dans des systèmes universitaires plus libéraux, offrent des attraits personnels au développement de certains collègues que le dévouement à des tâches collectives. C'est dommage, parce qu'en même temps, la science est, je pense, de plus en plus utilisée par la population et de moins en moins bien connue et mal perçue. Il y aurait plein de choses à dire, par exemple, sur l'énergie nucléaire, qui sont indicibles ou incompréhensibles. La culture scientifique, en même temps, n'a jamais été aussi accessible, et en même temps, aussi peu bien reçue. Enfin, c'est une affaire très compliquée. Alors justement, il y a de plus en plus de vulgarisation sur Internet, que ce soit support, beaucoup de vidéos, c'est vrai que ça se développe beaucoup. Est-ce que ça peut pas justement rendre un peu moins opaque, du moins un peu plus grand public, toutes ces sciences, pour permettre ensuite d'avoir ces capacités d'analyse, du moins ce réflexe un peu scientifique, de vérification, de comparaison? Est-ce que ça peut pas être favorisé justement? Alors je pense que ça favorise, mais en même temps ça favorise le bien et le mal. C'est-à-dire, en effet, on a accès à des choses extraordinaires. Mais pour quelqu'un qui n'est pas averti, donc par essence, quelqu'un qui veut apprendre n'est pas averti, pour quelqu'un qui n'est pas averti, c'est très difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. On va avoir sur le même pied d'égalité un cours profond ou une théorie délirante. Parce qu'Internet met sur le même plan, ils lisent tout, du Bogdanov, du Stephen Hawking, du Cédric Villani, une personne non cultivée, pas bien entourée,
pas prendre au pied de la lettre des théories du complot aussi, y compris scientifiques, démentes, au même titre que quelque chose de profond et de pertinent. Ça, c'est le vaste problème de hiérarchiser la qualité des données quand elles sont aussi foisonnantes et aussi faciles d'accès. C'est un problème d'éducation et d'instruction. Pas d'éducation, mais d'abord d'instruction. Je sais pas si tu veux Non, moi ça. Alors, vous pensez que c'est nouveau justement cette vague de vulgarisation? Alors, c'est vrai on peut dire que c'est facilité par Internet. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus maintenant on va dire de vidéastes qui se lancent dans la vulgarisation et scientifique notamment. Vous pensez que c'est facilité et donc ça a toujours existé ou c'est quelque chose qui vraiment est nouveau? Parce que c'est vrai qu'on a quand même des grands conférenciers, enfin, on a des personnes comme Étienne Klein ou cité Cédric Villani dans le champ des mathématiques, qui sont des personnes qui je pense sont pas depuis hier à faire des conférences justement qui vulgarisent, ils font ça très bien, qui justement viennent du monde de la science. Et viennent l'apporter, l'offrir, on peut dire, à toute personne qui justement serait intéressée. Ah oui, tout à fait. Il y a toujours eu des collègues qui ont mis un petit peu de côté leur propre activité normale ou banale de scientifique pour faire un effort d'aller vulgariser, mais au sens noble, les choses. Donc, il y a eu Hubert Reeve, enfin, il y a eu plein de gens comme ça qui ont fait un effort, mais en même temps, ils avaient une rétroaction très positive pour eux de se pencher vers des gens non spécialistes et pour vouloir leur expliquer. Donc ça, c'est très bien. Ce qui a changé dramatiquement, c'est les moyens. C'est-à-dire, quand j'avais votre âge, j'ouvrais l'Encyclopédia Universalis et je tournais les pages, je courais la bibliothèque et je déplaçais des kilos et des kilos de volume. Maintenant, je clique comme tout le monde. Donc les moyens de communication qui semblent banals n'étaient pas du tout il y a 30 ans. Ou même, ça a un effet tout à fait différent. Alors après, il y a des choses très bien. Je pense que la difficulté, c'est mettre en perspective tout ça. Parce qu'il y a des choses très bien et des choses pas bien du tout. J'ai l'impression que la très jeune génération, peut-être même des gens plus jeunes que vous, considèrent YouTube comme une source d'information majeure et privilégiée. Et là-dessus, on peut regarder, il y a des choses vraiment géniales, et puis des choses catastrophiques. Et je ne vois pas d'outils qui permettent à un esprit jeune et non averti de savoir faire la différence entre ces différentes choses. Vous savez peut-être, je sais pas, une sorte de baromètre de fiabilité ou il y a cette question de légitimité. C'est vrai que sur Internet, comment mettre une étiquette de légitimité, comment donner de la légitimité à quelqu'un, c'est un peu. Après, je sais pas, après c'est comme tout le monde, il faudrait recouper les sources, avoir plusieurs sources c'est un travail qui se confirment, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, c'est un vrai travail, ce sont des choses compliquées. J'ai l'impression que le numéro 0 de l'évaluation, c'est je like ou je ne like pas, et ça c'est catastrophique. Parce que c'est vrai que, certes, ça va nous apprendre à comparer, mais pour ça, il faut entrer par la bonne porte, si je puis dire. C'est-à-dire que si tu rentres, et puis tu peux te laisser, on ne sait pas par quoi on commence. Et puis il faut avoir des clés. C'est un peu compliqué, voilà. Des clés d'interprétation, des clés d'évaluation. Il ne faut pas arriver tout frais sorti de l'œuf pour... C'est peut-être là le rôle de l'instruction. Tout à fait. Là, si on a des bases, c'est vrai que c'est peut-être plus le cadre familial, avec une certaine instruction, peut-être, entre guillemets, se faire berner par certaines choses. Ouais, après c'est personnel, ça devrait être dès, peut-être pas le primaire, mais le collège, il faudrait tout de suite apprendre ça, ton regard critique sur tout, comparer les sources. Après ça devrait être fait très tôt. Mais... Là c'est un changement de système éducatif, là, je pense. Là on fait plutôt souhaitable. Mais si tu n'as pas d'autres questions, Paul, peut-être passer un peu la dernière question. Si tu en as d'autres entre-temps. Non, moi c'est un peu en fait, qu'est-ce que vous diriez à des élèves ingénieurs, en général, ce que vous voulez, vos cartes blanches, quel que soit le domaine, mais en tout cas peut-être quelque chose où vous savez que le public serait des élèves ingénieurs.
Qu'est-ce que je pourrais dire? D'abord, c'est un très beau métier, ingénieur, et peut-être que je leur dirais, faites et passionnez-vous pour le vrai métier d'ingénieur, qui est de construire des navettes spatiales, des avions, un pont, la tour Eiffel, comme les grands ingénieurs du XIXe siècle. Regardez votre beau métier d'ingénieur qui est de projeter des idées pour en faire des réalisations concrètes, tangibles. Ne succombez pas immédiatement à l'attrait de je vais faire du management, de l'optimisation de process, toutes ces choses très à la mode, éventuellement très lucratives, mais créer des choses matérielles guidées par une pensée. Faites votre métier d'ingénieur. Et je pense que ça a encore de beaux jours devant soi d'être un véritable ingénieur. Il y en a ras-le-bol des petits polytechniciens qui deviennent ensuite des gratte-papiers dans les ministères ou des banquiers d'affaires. Non, faites ce que Gustave Eiffel faisait. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que... Moi, je sais pas si tu as d'autres questions, pas de ou si questions. vous voulez aborder d'autres Non. questions. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Une discussion passionnante. On n'a pas souvent l'habitude de discuter avec un